Euh, merci de m'avoir invité. Je me sens honoré d'être convié à participer à ces conférences Henri Poincaré. Il n'est peut-être pas inutile de commencer par rappeler la signification du mot anarchie et d'expliquer dans quel sens je parle de théorie anarchiste du vivant. Donc, anarchie est composé de deux mots, un préfixe privatif, an, et le mot arché, qui a une double signification. D'une part, pouvoir ou autorité, mais également principe ou origine. Il se trouve que dans la biologie moderne, le rôle dévolu à l'information génétique est précisément celui d'une arché dans ses deux sens, celui d'un principe d'ordre qui est hiérarchiquement premier. En effet, l'information génétique est antérieure à l'être vivant et elle dirige sa genèse et son fonctionnement. Donc, dans le cours de ce séminaire, je vais argumenter que la biologie doit rejeter cette conception au profit d'une théorie qui fait l'économie d'un principe d'ordre, d'une théorie donc sans arché, une théorie anarchiste. Il y aura deux parties, grosso modo, deux parties, deux temps dans mon exposé. Donc, dans la première partie, je vais expliquer que la génétique n'est pas une théorie scientifique falsifiable, mais une idéologie. Et cela parce qu'elle repose sur un double discours. Les biologistes oscillent en permanence entre deux conceptions de la génétique. Une conception causale, qu'on appellera également conception forte, qui correspond à la génétique originelle, et une conception qu'on appellera une conception faible de la génétique, qui introduit qui renonce à un déterminisme exclusif du gène pour introduire un rôle de l'environnement et donc qui fait composer le déterminisme génétique avec l'environnement. Donc, dans la deuxième partie de l'exposé, nous allons nous interroger sur les raisons de cette situation et je vais soutenir que la génétique, nous verrons que la génétique est une théorie essentialiste qui est incapable de prendre en compte la variation et l'aléa du vivant, autrement qu'en le réduisant à du bruit ou à de l'accident. Et que pour sortir, et que c'est ça la raison profonde de l'échec de la génétique, et que pour sortir de cette impasse, il est nécessaire d'abandonner donc la génétique pour élaborer une théorie anarchiste qui intègre la variation aléatoire comme propriété première du vivant. Alors, je suis embêté parce que j'ai Anna, si tu m'entends, sur mon écran à droite, j'ai un rectangle avec des tas de noms et j'aimerais m'en débarrasser. Tu sais comment je peux faire ça? Oui, tu appuies sur les participants. J'appuie sur… Les participants en bas de l'écran. En bas de l'écran, non, j'ai ça en haut. Ah oui, tu peux… Je reprends. Donc, depuis
depuis les débuts du XXe siècle, depuis la première décennie du XXe siècle, donc depuis vraiment les débuts de la génétique, coexistent deux conceptions de la génétique. Donc la première conception, c'est celle qui est figurée à gauche sur l'écran. C'est la génétique originelle telle qu'elle s'est constituée à partir d'une interprétation des travaux de Gregor Mendel. Et cette génétique repose sur des lois qu'on appelle précisément les lois de Mendel. Je ne vais pas rentrer dans une description détaillée et technique de ces lois, mais le point important à comprendre, c'est et à souligner, c'est que ces lois débouchent sur des équations, ici une équation très célèbre, qui décrit ce qu'on appelle les ratios mendéliens. Bon, peu importe. Ce qui est important, c'est que ces lois, ces équations permettent de décrire la constitution, la fréquence, permettent d'écrire la constitution et la fréquence de gènes dans des populations d'organismes, et qu'à partir de cette description, elle permet de faire des prédictions sur les caractères qui seront portés par ces organismes. Donc, en fonction des gènes, et dans ce cadre-là, il n'y a absolument l'environnement n'intervient absolument pas, et c'est exclusivement à partir de la composition génique et des gènes qu'a chaque individu que l'on comprend les caractères qu'il porte. Donc, on a affaire à un déterminisme génétique strict, et dans ce cas, donc, un gène détermine un caractère, et un génotype détermine un phénotype. Donc, je rappelle rapidement, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le langage de la génétique, que dans l'acception courante actuelle, un génotype, c'est l'ensemble des gènes d'un organisme, et le phénotype, un organisme réel produit à partir d'un génotype. Donc voilà, ça c'est la génétique dont vous avez entendu parler et que vous avez peut-être étudié, parce que je crois que c'est même enseigné au lycée. Génétique classique. Donc, à côté de cette conception, très vite, donc, la génétique s'est développée. Mendel a travaillé, a publié son mémoire en 1865, mais il a été totalement ignoré jusqu'au tournant du siècle, c'est-à-dire jusqu'en 1900. Et c'est vraiment à partir dans la première décennie du XXe siècle que cette conception s'est développée, a été élaborée et s'est propagée. Mais dans le même temps, donc très vite, est apparue, cette conception a buté sur la question de l'environnement. Et est apparu à ce moment-là ce que j'appelle la conception faible, c'est-à-dire le fait qu'on s'est aperçu que l'environnement, on ne pouvait pas ignorer l'influence de l'environnement dans les phénomènes de transmission des caractères héréditaires. Donc, c'est un généticien allemand, Richard Volterek, qui a initialement formalisé cette conception faible en inventant un concept qui s'appelle le concept de norme de réaction. Donc, il a publié son premier article dans lequel il parle de norme de réaction en 1909. Donc, vous voyez que c'est quelque chose de très, très précoce. Le retour de l'environnement, ça date pas de l'épigénétique et des dernières années. C'est quelque chose qui était déjà présent dès la première décennie du XXe siècle. Et donc, Richard Volterek travaillait sur des petits crustacés et il s'était rendu compte que selon la composition, selon l'environnement dans lequel il faisait croître ces petits crustacés, il aboutissait à des formes, à des morphologies. Ces crustacés pouvaient adopter des morphologies très différentes.
Et donc, il a introduit, pour décrire l'effet de l'environnement, il a introduit le concept de norme de réaction. Et pour lui, un phénotype ne détermine pas un phénotype précis, mais un ensemble de phénotypes potentiels, chacun se réalisant dans un environnement différent. Et donc, la norme de réaction, c'est en fait décrit est là pour décrit, c'est un terme, un concept qui a été inventé pour décrire l'ensemble des phénotypes potentiels qui peuvent être produits à partir d'un génotype. Donc, dans cette conception, dans le cadre de la norme de réaction, le pouvoir causal du gène est modulé par l'influence de l'environnement. Et un génotype ne détermine pas un phénotype, comme dans la génétique classique, mais une gamme de phénotypes. Donc, ce concept de norme de réaction a perduré pendant tout le XXe siècle et il a été réactualisé à différentes reprises en fonction il a été remis au goût du jour en fonction du développement de la génétique et de la biologie. Donc, voici un exemple de la définition qui va aussi permettre de voir un peu de quoi on parle un peu plus précisément. La définition qui est donnée par un généticien très célèbre, Théo Dobzhansky, donc c'est un généticien des populations très important, donc qui définit en 1970 ainsi la norme de réaction. Donc voilà ce qu'il dit. Entre les gènes et leurs ARN messagers à une extrémité et les phénotypes adultes à l'autre extrémité, intervient un ensemble de processus de développement qui, particulièrement dans les organismes complexes, peuvent être extrêmement longs et complexes. Cela laisse amplement l'occasion à l'action primaire uniforme d'un gène de se manifester de diverses manières dans les phénotypes en développement. Le génotype ne détermine donc pas le phénotype, il détermine une gamme de phénotypes potentiellement possibles. La gamme de phénotypes qui se développe avec un génotype donné est techniquement connue comme la norme de réaction de ce génotype. Donc, ce qu'il faut bien voir d'emblée, bon, ces deux conceptions, d'emblée, ces deux conceptions continuent de coexister. Les deux conceptions ont perduré pendant tout le XXe siècle et même jusqu'à aujourd'hui. Or, il y a une question qui se pose, c'est la question de la compatibilité. C'est-à-dire qu'on voit bien que ces deux conceptions sont très différentes, puisque sont d'une part différentes du point de vue du pouvoir qui est attribué au gène. Dans le cas de la... Et il faut aussi voir que la génétique, pour la génétique classique, il faut souligner que pour la génétique classique, réintroduire l'environnement, c'est dès le départ, quelque part, un aveu d'échec. Parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que la génétique a été fondée sur le postulat du rejet de l'environnement. La marque de fabrique de la génétique, il existait d'autres théories de l'hérédité au XIXe siècle, des théories qui admettaient le rôle de l'environnement. La génétique, ce qui a fait son originalité au départ, et ce que revendiquaient les généticiens eux-mêmes, c'était le rejet du rôle de l'environnement. Donc, réintroduire comme ça très vite l'environnement, c'est remettre en cause quasiment le postulat fondateur de la génétique. Et évidemment, se pose la question de la compatibilité, c'est-à-dire que est-ce que ces deux conceptions sont compatibles entre elles. Donc,
je ne vais pas aborder cette question immédiatement, c'est juste pour souligner, et a priori, il n'est pas évident qu'elle soit compatible. Mais malgré cela, donc la dichotomie entre ces deux conceptions n'a jamais été résolue, et les deux conceptions ont ont perduré et ont continué à coexister pendant tout le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Alors, le cas de Thomas Morgan, donc ces deux conceptions coexistent et les biologistes oscillent entre les deux en permanence. Le cas de Thomas Morgan est intéressant. Thomas Morgan, c'est pas n'importe qui, puisque c'est le fondateur enfin, il est considéré comme le fondateur de la génétique moderne, la génétique qui s'est développée au XXe siècle. Et il a reçu le prix Nobel pour ses travaux qui ont montré le rôle des chromosomes. Il a reçu le prix Nobel en 1933. Et pendant sa carrière, il a écrit toute une série de bouquins dans lesquels il a décrit ses travaux et il a fait un état des lieux de la recherche en génétique. Et dans ses écrits, tout au long de sa carrière, Thomas Morgan a oscillé entre les deux conceptions. Donc, et non seulement il a oscillé entre les deux conceptions, mais d'une certaine manière, il a même amplifié, il a systématisé et amplifié le double discours, il a amplifié la dichotomie entre les deux conceptions. Donc, on va illustrer ça avec un exemple dans un livre, donc dans The Physical Basis of Heredity, qu'il a publié en 1919. Dans les premières pages du livre, il commence par affirmer le caractère scientifique de la génétique et des lois de la génétique. Il compare aux lois de la physique. Donc voilà ce qu'il dit. Dans le même sens où dans les sciences physiques, il est habituel d'appeler les généralisations fondamentales de la physique les lois de cette science, nous pouvons appeler les généralisations précédentes les 6 lois de l'hérédité que nous connaissons actuellement. Bien qu'on ait beaucoup abusé de l'utilisation de ce mot loi dans les écrits biologiques populaires, nous ne devons pas nous excuser de l'utiliser ici, car les postulats en question ont été établis par la même procédure scientifique que les chimistes et les physiciens utilisent, c'est-à-dire par des déductions de données quantitatives. Donc les lois de Mendel sont équivalentes, ce qu'il nous dit là, c'est que les lois de Mendel sont équivalentes aux lois de la physique, ont la même rigueur, le même statut de loi que les lois de la physique. Et dans les pages qui suivent, donc il décrit ces lois, il décrit les lois de Mendel et il fait la description classique, celle qui correspond donc à la conception, ce que j'appelle la conception causale ou la conception forte de la génétique, la génétique originelle. Et il explique que la distribution en gènes, donc il parle de facteurs parce qu'à l'époque, le langage donc on est en 1919 et le gène avait été inventé, le concept de gène n'était pas encore totalement popularisé. Donc il emploie le terme facteur qui est équivalent au gène d'aujourd'hui. Donc il fait une description des expériences de Mendel classiques où qui fait appel au déterminisme génétique classique en fonction, donc là il décrit les expériences sur les petits pois, les expériences très célèbres, et il explique qu'en fonction des gènes que reçoit un petit pois, il sera de petite taille ou de grande taille.
Et alors, ensuite, dans les pages qui suivent, dans les chapitres, les pages qui suivent, il réitère il fait de nouveau, il réitère la même description, il refait appel aux lois de Mendel, il décrit d'autres systèmes, d'autres gènes et d'autres systèmes, d'autres organismes, et il continue donc il répète à nouveau, à chaque fois, il décrit il fait une description conforme à la conception causale forte, aux lois de Mendel telles qu'on les connaît, au déterminisme génétique. Et alors, de manière très surprenante, euh, très surprenante vu les affirmations qu'il a faites au début du livre sur le statut scientifique et le statut des lois de Mendel, il passe à une conception faible. Dans le dernier chapitre, il explique qu'en vérité, la transmission des caractères est héréditaire et la relation entre le gène et le caractère, c'est beaucoup plus compliqué parce que donc à nouveau parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, donc l'environnement, mais pas seulement l'environnement. Il va même plus loin. Il explique qu'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, et notamment ce qu'on appelle l'apléiotropie et la polygénie. Et pour décrire la pléiotropie et la polygénie, il s'appuie sur ses propres travaux. Et donc, la pléiotropie, c'est le fait que, et on le savait déjà à l'époque, lorsqu'on mute un gène, ce n'est pas un caractère qui est changé, mais de très nombreux caractères. Et en sens inverse, on savait déjà qu'un caractère peut être, il n'y a pas un seul gène en sens inverse, de nombreux gènes interviennent dans la construction d'un caractère. Lui-même avait déjà identifié une centaine de gènes qui déterminaient la couleur des drosophiles avec lesquels il travaillait. Et alors, il en arrive à cette conclusion qui est très surprenante venant du fondateur de la génétique. Voilà ce qu'il dit. Donc, il explique aussi que quand on mute, quand on fait une mutation, il y a des effets observés, des effets importants qui sont très facilement observables, et qu'en général, il y a aussi beaucoup d'effets beaucoup plus petits, de modifications mineures chez l'organisme qui a été muté, dont en général on ne tient pas compte. Et donc lui, il intègre tous ces facteurs, tous ces éléments, et voilà la conclusion qu'il en tire. Ce n'est peut-être pas une très grande exagération de dire que chaque gène dans le plasma germinatif affecte plusieurs ou de nombreuses parties du corps. En d'autres termes, la totalité du plasma germinatif. Alors, le plasma germinatif, c'est pareil, c'est le génome. Il emploie encore un langage issu de la première période de la génétique. Donc, la totalité du plasma germinatif est déterminante dans la production de toutes les parties du corps. Donc là, ce qu'il dit, c'est qu'en fait, on ne peut pas relier des gènes précis, un gène à un caractère, parce qu'en fait, la totalité, tout le génome, tous les gènes participent à la production de toutes les parties du corps. Alors, il faut bien voir que là, ça va très très loin, et c'est pour ça que c'est très surprenant dans la bouche de Morgan. C'est que là, c'est la base même de la génétique qui est en jeu, parce que la génétique repose sur l'idée justement qu'on va pouvoir discrétiser les phénotypes en caractères
discrétiser le matériel génétique et qu'on peut faire des connexions précises entre gènes et caractères. Mais à partir du moment où c'est l'ensemble du plasma germinatif qui détermine la totalité du corps, la génétique s'effondre. C'est le postulat c'est la possibilité même de faire ces connexions qui s'effondrent. Et il en est parfaitement conscient. Le nouveau, alors, il continue dans les mêmes pages. Le nouveau point de vue peut se résumer en quelques mots et a déjà été énoncé. Premièrement, que chaque gène peut avoir de multiples effets sur l'organisme, et deuxièmement, que chaque partie du corps, donc en fait, il répète dans cette citation la même chose, et même chaque caractère particulier est le produit de nombreux gènes. Donc la preuve de ces deux conclusions ayant été mentionnées à maintes reprises dans les pages précédentes, il n'est pas nécessaire d'y revenir. Mais il peut être utile de souligner que ces deux conclusions ne sont pas de pure spéculation, mais dérivées des preuves expérimentales elles-mêmes. Et donc, la conclusion, et c'est là qu'il va, la conclusion, c'est qu'il va en tirer la conclusion, et c'est là qu'il va être obligé de se rabattre sur une conception faible de la génétique. Une telle affirmation peut sembler à première vue être quasiment un abandon de la conception particulière de l'hérédité. Donc la conception particulière de l'hérédité, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est la génétique dans son postulat élémentaire, le postulat de base de la génétique, qui est qu'on peut discrétiser les individus et discrétiser le matériel génétique, les gènes. Donc effectivement, si tous les gènes participent dans la construction de toutes les parties du corps, on ne peut plus faire de telles liaisons, opérer de telles connexions entre gènes et caractères. Mais au contraire, elle amène une idée très importante dans la conception moderne de la nature des gènes et de leur façon d'agir. Le point essentiel ici est que même si chacun des organes du corps peut être en grande partie un produit de l'ensemble du plasma germinatif, donc du génome, ce plasma germinatif est composé d'unités indépendantes l'une de l'autre à au moins deux égards, à savoir en ce que chacun peut changer, muter sans que les autres ne changent, et au cours de la ségrégation et du crossing over, chaque paire est séparable des autres. Donc ce qu'il dit là, c'est que, en fait, il abandonne implicitement le pouvoir causal qui relie le déterminisme du caractère, le déterminisme génétique, c'est-à-dire le pouvoir causal du gène qui déterminerait le caractère. Il oublie la liaison causale entre gène et caractère pour se rabattre sur une description purement empirique. Ce qu'il dit, c'est que malgré tout, dans le plasma germinatif, il y a des unités indépendantes qu'on peut muter. On peut repérer des unités indépendantes et qu'elles vont se transmettre. Elles vont se transmettre au moment de la reproduction. Elles vont pouvoir ségréger selon la description qui a été faite par Mendel. Mais dans le même temps, donc, ce qui est important, c'est qu'il y a un abandon ici, de facto, du pouvoir causal du gène. On peut essayer un peu de formaliser pour mieux comprendre ce qui est en jeu. On peut essayer de formaliser ce qui vient d'être dit. Donc, ici en haut à gauche de l'écran, dans la conception forte, la conception génétique classique causale, il y a des relations spécifiques idéales entre gènes et caractères. Donc ici, le gène petit a détermine le caractère X, le gène petit b détermine le caractère Y, le gène petit c détermine le caractère Z. Chaque gène est la cause d'un caractère. Et le développement embryonnaire est la mise en œuvre de ce qui est codé dans les gènes. Mais donc ça, c'est la conception causale forte correspondant à la génétique
la génétique originelle, telle qu'elle a été formulée à partir des lois de Mendel. Mais, et c'est ce qu'explique Morgan, en fait, en réalité, ces connexions idéales n'existent pas. Pourquoi? Parce que un gène et les relations entre gènes et caractères sont complètement brouillées. Parce qu'un gène, le gène ici petit a, en fait, intervient dans la fabrication de tous les caractères X, Y, Z. Idem pour le gène petit b, idem pour le gène petit c. C'est ce qu'il explique quand il explique que la totalité du plasma germinatif participe à la fabrication de toutes les parties du corps. Et donc, la relation réelle entre gènes et caractères n'est pas spécifique. Et du coup, évidemment, la relation causale entre gènes, la relation qui unit les gènes aux caractères devient totalement obscure et la causalité devient obscure. Alors, Morgan ne dit pas et ne formalise pas comme je suis en train de le faire, mais implicitement, ce qui se déduit de ce qu'il dit, c'est que les gènes, vu que la relation causale entre gènes et caractères est détruite, tout ce qu'on peut dire, c'est que les gènes ici, donc c'est le schéma en bas, la conception faible, il y a des gènes qui existent, qui sont indépendants dans les chromosomes, et que ces gènes ici ABC participent au développement embryonnaire, mais qu'ils interagissent probablement entre eux, qui participent au développement embryonnaire d'une manière qui reste à expliciter, et que de cette interaction et de ce développement embryonnaire sont produits à travers ici cette boîte grise, sont produits les caractères X, Y, Z. Alors, ici, donc, les deux conceptions, il y a une différence énorme entre ces deux conceptions, enfin, il y a une différence supplémentaire, c'est que la première conception, la conception forte causale, du point de vue de la compréhension et de l'explication de l'hérédité, elle est autonome vis-à-vis du développement embryonnaire. C'est-à-dire que, vu qu'on sait qu'un gène, on a la cause, a pour effet la fabrication d'un caractère, on a la cause et l'effet, on comprend qu'il suffit de transmettre à la génération le gène pour reproduire le caractère. Ce qui se passe pendant le développement embryonnaire, ça peut être intéressant, mais ça n'apporte pas, je veux dire, on comprend, sans expliciter le développement embryonnaire, on comprend la transmission des caractères à travers la transmission des gènes. Par contre, dans la conception faible, ici, il devient essentiel de comprendre le développement embryonnaire. C'est-à-dire que pour comprendre comment sont réellement produits les gènes, les caractères X, Y, Z, il faut comprendre comment les gènes participent au développement embryonnaire. Donc cette conception faible n'est pas autonome vis-à-vis du développement embryonnaire et il y a nécessité de comprendre le développement embryonnaire pour réellement comprendre comment se fait la transmission des caractères. Donc, Morgan a oscillé entre les deux conceptions pendant toute sa carrière. Il a écrit en 1926, il publie un autre livre, The Theory of the Gene, la théorie du gène. Dans l'introduction, il réexpose la conception forte, causale forte, un peu à la manière dont il l'avait fait au début de The Physical Basis of Heredity. Et puis, 4 ans plus tard, il publie un autre livre qui s'appelle Génétique et embryologie. C'est-à-dire que dans le même temps, il était conscient de la tension qu'il y avait entre les deux conceptions et surtout le problème du rapport entre la génétique et le développement embryonnaire. Donc, il publie un autre livre 4 ans plus tard, Embryologie et génétique, Embryology and Genetics,
dans lequel, à nouveau, il fait il fait un virage à 180 degrés et il revient sur la conception faible, où il va même encore plus loin et où il réintroduit la nécessité d'une certaine. Et là, carrément, il pose la question du développement embryonnaire. Il cherche d'une certaine manière à résoudre la tension qu'il y a entre les deux conceptions. Et il commence à mettre en avant, il essaye de formuler des solutions, et ce qu'il met en avant, c'est les prémices de ce qu'on appellera plus tard le programme génétique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu trop long, et un peu trop technique. Donc, Morgan a Donc, Morgan a amplifié le double discours et a même accentué la dichotomie entre la conception forte et la conception faible. Ces deux conceptions ont continué à coexister, jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à coexister aujourd'hui dans les discours des biologistes. Et il faut bien voir que donc, je peux prendre. Alors, ce double discours, soit il continue à perdurer, soit ça peut être un chercheur, chez le même chercheur comme Morgan, qui va passer de l'une à l'autre à différents moments de sa carrière ou dans des circonstances, selon les circonstances, ou bien c'est les biologistes en tant que communauté, les biologistes qui collectivement mettent en avant une conception plutôt qu'une autre, selon les circonstances, à différents moments du développement de la recherche en biologie. Alors, je peux donner un exemple notable, c'est ce qui s'est passé avec le séquençage des génomes. Donc, les génomes ont été séquençage du génome humain, donc ça nous ramène en 2000. Donc, dans toute la période qui a précédé le séquençage du génome humain, les biologistes, je ne dis pas les généticiens, je dis les biologistes, parce qu'en fait, la génétique étant devenue tellement hégémonique en biologie, le discours génétique est le discours de la biologie. Donc, les biologistes ont mis en avant la génétique, la conception forte de la génétique, en expliquant que le séquençage des génomes allait permettre d'isoler toutes sortes de gènes et que grâce à l'isolement de ces gènes, notamment des gènes de maladies, on allait pouvoir guérir les maladies. Et on a même expliqué que le déchiffrage du génome humain, puisque on allait décoder le livre de la vie, on allait même, en quelque sorte, élucider le secret de la vie. Et ces prédictions, enfin, n'étaient pas absurdes, parce que si on a une théorie qui nous dit que les gènes et le génome est la cause de tout ce qui se passe dans le vivant, décoder ce qui est écrit dans le génome doit nous donner accès à la savoir et à cette connaissance. Donc le génome humain a été séquencé et il est devenu évident immédiatement que les promesses qui avaient été faites ne seraient pas tenues. Et alors là, en l'espace c'est même pas d'années ou de mois, mais en l'espace de quelques jours, on est passé du discours de la génétique forte, causale, à la conception faible. C'est-à-dire qu'on a expliqué que, en fait, on savait bien que le séquençage du génome, ce n'était qu'une première étape, qu'en vérité, c'était beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y avait d'autres facteurs qui intervenaient, et que donc c'était qu'une première étape dans la compréhension du vivant. Et dans les années qu'on suivit,
sont apparues toute une série de disciplines qu'on a appelé, on a appelé ça la biologie post-génomique, avec notamment l'apparition de ce qu'on a appelé la biologie des systèmes et l'épigénétique, deux disciplines qui ont connu un grand essor. Donc, deux disciplines qui correspondent donc à cette question à la fois. Donc, la biologie des systèmes, en gros, ça consiste à dire que les êtres vivants sont des systèmes, qu'il y a le génome, mais qu'il y a aussi le cytoplasme, il y a différents compartiments et que ces compartiments forment un système avec des interactions et qu'il faut comprendre ces interactions pour comprendre le vivant, et y compris l'environnement. Mais dans le même temps, donc il y a eu une période où on a pu croire que la conception causale de la génétique forte avait disparu. En fait, non, le discours, elle a continué à coexister. D'une part, les lois de Mendel continuent à être enseignées, hein, ça fait toujours partie, elles sont toujours inscrites dans les cursus universitaires. Les lois de Mendel font toujours partie de ce que tout étudiant en biologie doit apprendre très vite. Et d'autre part, le discours même de la génétique, la conception, la conception forte continue à exister. Donc voilà, à l'écran, vous avez un exemple. C'est le communiqué de presse. On en a eu un exemple fameux cette année. Donc, le communiqué de presse annonçant la remise du prix Nobel de chimie, donc en fait un prix Nobel de biologie moléculaire cette année, pour la découverte des ciseaux génétiques. Et donc, les découvertes des ciseaux génétiques, un outil pour réécrire le code de la vie. Donc là, déjà, le titre annonce la couleur. On parle de nouveau de cette idée qu'il y a un code de la vie. Et quand on parle de réseau, donc il s'agit de la découverte on a attribué le prix Nobel pour la découverte d'un système, d'une méthodologie qui permet qui amplifie, c'est le système CRISPR, qui permet de manipuler les génomes on ne le pouvait jusqu'à présent. Et donc, c'est un outil pour réécrire le code de la vie. Et quand on lit le communiqué de presse, on nous réexplique à nouveau que cette technologie va permettre, par exemple, de modifier des gènes et que ça va avoir comme conséquence de développer des thérapies, par exemple, pour le cancer. Donc, en fait, on réintroduit de nouveau le même discours, le discours de la génétique dure, de la génétique forte. Le discours, c'est quasiment mot pour mot le même discours que le discours qui avait cours dans les années 90, avant le séquençage du génome. Alors, il faut bien le dire et il faut bien en avoir conscience, c'est que ce double discours, il est très problématique. Hein, parce qu'il n'est pas compatible, en fait, il n'est pas compatible avec la pratique scientifique telle qu'on la conçoit habituellement. Parce que les généticiens passent de l'un à l'autre selon les circonstances, et ça a pour effet de rendre la génétique irréfutable. Alors, pour bien se rendre compte là puisque ce qui caractérise normalement une théorie scientifique, c'est justement le fait qu'elle soit réfutable. Et on peut peut-être donc on a vu là que Thomas Morgan là au début de Physical Basis of Heredity expliquait que
la génétique était comparable à la physique et que les lois de la génétique avaient le même statut de scientificité que les lois de la physique. Est-ce qu'on peut imaginer Newton exposant la loi de la gravitation universelle dans son livre, là, dans les Principia, et quelques pages plus loin, expliquer que en fait la loi de la gravitation universelle n'est pas si universelle que ça, qu'en fait il s'agit d'un cas idéal qui ne fonctionne que dans certains cas précis, et qu'en vérité il y a des tas d'autres facteurs qui font que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors ça semble un peu caricatural, mais en fait, c'est ce que fait Morgan, et c'est ce que font de manière courante les généticiens et les biologistes. Donc c'est pour ça que je dis que la génétique n'est pas une théorie scientifique, mais c'est une idéologie, hein, puisque ce qui différencie, c'est un discours idéologique qui est soustrait à la possibilité d'être réfuté. Alors, évidemment, il y a une question qui surgit. Après ce que je viens de dire, il y a une question qui surgit immédiatement. C'est d'où vient ce double discours, hein? Comment se fait-il que les biologistes soient enferrés dans ce double discours? Et pourquoi, enfin, comment se fait-il que la biologie soit dans une telle impasse théorique? Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc, ce que je soutiens, et ce que je vais argumenter maintenant, c'est que l'impasse théorique de la biologie provient de son ontologie, et que derrière une façade rutilante de théorie scientifique moderne, hein, je sais pas, la génétique, la biologie moléculaire, on parle de programmes, d'informations, etc. Donc derrière cette façade de théorie scientifique moderne se cache en fait une très vieille ontologie essentialiste. Donc, la génétique, lorsqu'elle est apparue, n'était pas la première théorie de l'hérédité. En fait, elle rompait avec une tradition de théorie de l'hérédité qui remonte à Hippocrate. Donc Hippocrate, donc ces conceptions, toutes ces théories, il y en a eu plusieurs à différentes périodes, donc depuis l'Antiquité, toutes ces théories reposaient sur un schéma commun. Et dans ces théories, l'ensemble, le corps d'un être vivant, c'est le corps était capable de se reproduire lui-même. Chaque partie d'un être vivant, dans le cadre de la conception hippocratique, chaque partie envoie des molécules, donc ici la tête, ce petit bonhomme, où est ma flèche? Anna, est-ce que j'espère que vous voyez la flèche. Donc ici, la tête de ce petit bonhomme envoie des molécules surnuméraires dans le système reproducteur, et cette molécule qui vient de la tête va servir de germe, en quelque sorte, pour reconstituer une nouvelle tête à la génération suivante.
Idem ici, bon, j'ai schématisé évidemment le tronc et les pattes. Chaque partie du corps envoie un élément matériel qui va servir de germe, de substrat, de germe pour reconstruire une tête, soit un tronc, soit des jambes à la génération suivante. Alors, toutes les théories hippocratiques reposaient sur ce schéma. C'est Hippocrate qui a formulé la première, donc. Lui, il parlait d'humeur qui était sécrétée par les parties des êtres vivants. Buffon, qui était aussi l'auteur d'une théorie, d'une conception hippocratique, parlait de molécules organiques. Darwin, qui en fait a formulé la dernière théorie de type hippocratique, parlait de gémules. Donc le nom pouvait changer, effectivement, c'était réactualisé en fonction de l'époque et des connaissances de l'époque, mais le schéma général de l'explication de l'hérédité restait le même. Aristote, dans l'Antiquité, avait déjà critiqué Hippocrate. Aristote se méfiait de la matière, comme vous le savez, donc il considérait que la matière par elle-même ne peut pas faire grand-chose, et donc il considérait que les corps vivants, les corps matériels ne peuvent pas se reproduire eux-mêmes, et que pour cela, ils avaient besoin d'un principe directeur qu'il appelait l'âme, et qui en fait était l'équivalent de la cause formelle dans le cas des êtres vivants. Et donc, c'est ce qui est schématisé dans la partie inférieure de la diapositive, là, de l'écran. Cette âme contenait en quelque sorte le plan de l'être vivant, et la transmission, c'est la transmission indépendante du corps de cette âme qui assure dans la conception aristotélicienne, qui assure la reproduction des êtres vivants. La génétique a renoué avec la tradition, avec la conception aristotélicienne. Le génome est l'équivalent de l'âme d'Aristote, puisque le génome est censé contenir une information génétique qui correspond à un plan de l'être vivant, et que cette information génétique est transmise dans la lignée germinale de manière indépendante de ce qui se passe dans le corps. C'est un des postulats de base également, c'est un autre postulat de base de la génétique, c'est la séparation complète de la lignée germinale qui est étanche, qui serait étanche à ce qui se passe dans le corps. Et cette ascendance aristotélicienne de la génétique et de la biologie moléculaire est d'ailleurs attestée à nouveau par l'étymologie, puisque littéralement, information signifie donner la forme. Donc, c'est cet essentialisme de la génétique qui permet de comprendre sa résilience. L'essentialisme de la génétique permet de comprendre sa résilience. D'une part, l'essentialisme est une idéologie très prégnante. Nous avons du mal à abandonner l'idée d'une essence humaine, l'idée que nous avons quelque chose en nous qui nous est spécifique. Donc c'est quelque chose que j'ai développé dans l'origine des individus, je ne vais pas m'attarder. D'autre part, il me semble assez évident que la génétique porte un message extra-scientifique, c'est qu'elle justifie l'ordre social,
hein. Chacun est à sa place en fonction de ses gènes, en fonction de son essence, donc. Et du point de vue donc, qui m'intéresse le plus, du point de vue de la compréhension du vivant, la génétique, ce qui est important de noter, ce qui explique la contradiction et la dichotomie et l'impasse théorique dont je parlais, la génétique ne peut pas prendre en compte la variation aléatoire, autrement qu'en tant que bruit ou qu'accident dans un processus fondamentalement déterministe. Tous les concepts de la génétique visent à normer le vivant, c'est-à-dire à l'essentialiser, à réduire sa variabilité. Face à la variabilité des génotypes et à la variabilité des formes vivantes, on parle de génotype, de type, donc, et de phénotype, et donc de type, parce que ce sont vraiment des types. Et nous avons vu l'exemple de Volterek, face à la diversité des formes vivantes qui étaient produites selon l'environnement, il parle de normes. Et d'autre part, tous les concepts de la biologie moléculaire sont des concepts déterministes, puisqu'on parle de plans, de spécificité moléculaire, de programmes, d'instructions, etc. Donc, je vais, oui, alors prendre ces citations, je sais, ça fait perdre du temps, effectivement, mais je crois que c'est inévitable si on veut vraiment comprendre. Donc, la définition, là, vous avez à l'écran la définition la définition d'un phénotype, la définition originelle d'un généticien danois qui s'appelait Johansen. Et je crois que ça vaut le coup de prendre un peu de temps pour le lire parce que ça permet de comprendre, de voir le mode de pensée essentialiste à l'œuvre en biologie. Donc, voici la définition originelle du phénotype. Supposons que certains organismes de constitution génotypique identique se développent dans des conditions externes différentes. Alors ces différences produiront plus ou moins de différences quant aux qualités personnelles des organismes. Par simple inspection de séries d'individus différents, il sera tout à fait impossible de décider s'ils ont ou s'ils n'ont pas la même constitution génotypique, même si nous savons qu'ils sont homozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes gènes. Nous pourrions facilement nous trouver que les organismes en question se ressemblent tellement qu'ils appartiennent au même type, dans le sens courant de ce mot. Ou nous pourrions, dans d'autres cas, déclarer qu'ils présentent une disparité si considérable que deux ou plusieurs types différents peuvent être discernés. Tous les types d'organismes qui peuvent être distingués par une inspection directe ou seulement par des méthodes de mesure ou de description plus fines sont considérés comme des phénotypes. Donc un phénotype, ce concept de phénotype permet de regrouper des individus qui au départ sont différents. Donc c'est vraiment, on a affaire à une normalisation des populations d'organismes. Et alors la dernière phrase est importante. Assurément, les phénotypes sont des choses réelles. Les types ou genres d'organismes qui apparaissent, qui ne sont pas seulement apparents, sont encore et encore les objets de la recherche scientifique. Donc, ces types, non seulement ils sont réels, mais c'est l'objet de la recherche scientifique. Donc là, c'est même pas Aristote, mais c'est même Platon qu'on croit entendre. Donc, il est évident qu'avec ce mode de pensée, la variation passe au second plan. Et elle ne peut être considérée que comme une petite marge de fluctuation autour de ces types qui sont qui constituent la réalité dans l'optique de Johansen. Donc, on peut résumer rapidement tout ce qui vient d'être dit. Selon la génétique, le vivant serait intrinsèquement en ordre. Les êtres vivants
appartiendrait à des types. Ces types seraient produits par des relations causales spécifiques entre gènes et caractères. Mais nous avons vu qu'en fait, il s'agit d'une idéalisation, que de telles relations spécifiques entre gènes et caractères n'existent pas. Et en fait, c'est ce qui a conduit le fait que la génétique bute sur cette réalité, c'est ce qui a conduit au double discours qui consiste à mettre en avant, selon les circonstances, une conception causale forte ou une conception faible de la génétique. Donc, nous allons voir maintenant, je vais maintenant expliquer que la même erreur a été reproduite par la biologie moléculaire. Lorsque la génétique est devenue moléculaire, le même mode de pensée essentialiste, en fait, s'est propagé, a été reproduit, et la même erreur a été reproduite. Donc, pour comprendre comment cette problématique de l'ordre s'est posée en biologie moléculaire, il faut revenir un petit peu au début de la discipline. Donc, la biologie moléculaire a été créée par, a été fondée par des physiciens, plusieurs physiciens ont joué un rôle très important. Notamment, cette problématique de l'ordre a été travaillée par Schrödinger, qui a écrit un livre, What is Life, qui a été très important qui a joué un rôle très important dans les débuts de la biologie moléculaire parce qu'il a conceptualisé tous les concepts naissants de la biologie moléculaire. Et dans la première partie de ce livre, il se pose la question de l'origine de l'ordre dans les systèmes naturels et notamment le rôle de l'aléatoire en biologie. Et il crée une distinction très nette entre la physique, il trace une séparation très nette entre la physique et la biologie. Il explique qu'en physique, est à l'œuvre un principe d'ordre à partir du désordre, c'est-à-dire que les lois qui, à notre échelle macroscopique, semblent suivre des lois déterministes, les phénomènes qui semblent déterministes sont en fait causés à l'échelle moléculaire par le comportement aléatoire des molécules et des atomes, mais qu'à cause de la loi des grands nombres, la variabilité, la variance des phénomènes devient négligeable. Donc c'est ce qu'il appelle le principe d'ordre à partir du désordre. Donc je suis un peu pris par le temps, donc je ne rentre pas trop dans les détails. Ce qui est important, c'est que selon Schrödinger, la loi des grands nombres ne peut pas opérer en biologie, et qu'en biologie, c'est bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les arguments qu'il met en avant parce qu'ils sont historiquement un peu datés, mais ce qu'il explique, c'est qu'en biologie, il doit y exister un principe d'ordre à partir de l'ordre, c'est-à-dire que les molécules échappent aux lois de la physique, les molécules biologiques échappent aux lois de la physique statistique et elles sont guidées par un principe d'ordre. Et ce principe d'ordre, c'est ce que, à l'époque, un autre physicien, Delbruck, appelait le code, un code, et c'est ce qu'aujourd'hui, ensuite, très vite, on a appelé l'information génétique. Et c'est ce qui différencie la biologie, dans le cadre de la biologie moléculaire, la biologie, le vivant des systèmes inertes, c'est que les molécules, les systèmes vivants sont guidés par un principe d'ordre. Donc l'information génétique qui est contenue dans le génome. Anna, tu m'entends? Anna? Tout à fait, je t'entends. Oui, le point important, donc je vais résumer, c'est que dans un premier temps, dans le cadre de la biologie moléculaire, nous avons à la fois des concepts et des mécanismes déterministes qui ne laissaient pas de place à la variabilité aléatoire. Or, il se trouve aujourd'hui, on sait que cette vision ne correspond pas à la réalité parce qu'on a découvert à toutes les échelles du vivant, on a découvert de la variabilité. Bon, d'une part,
au niveau des gènes, on sait qu'il n'existe pas de séquence dans l'ADN, de séquences stables correspondant à une protéine unique. Donc, la même séquence d'ADN peut donner naissance à plusieurs protéines et dans certains cas à de très nombreuses protéines. Parce que les gènes sont morcelés, il y a des petits bouts de gènes qui en fait, d'une part, donc là c'est un mécanisme qu'on appelle l'épissage, donc c'est le mécanisme principal, en fait il y en a toute une série qui explique cette variabilité des gènes. L'épissage consiste à prendre des petits morceaux de séquences donc d'ARN correspondant à des fragments d'ADN et à les recombiner de différentes manières. Et donc, les mêmes séquences, les mêmes portions du génome peuvent donner naissance à différentes protéines selon la manière dont ces bouts d'ADN sont recombinés. Et la manière dont cette recombinaison va avoir lieu, on appelle ça l'épissage, dépend du contexte cellulaire. De même, les génomes sont variables. En plus des mutations, il y a toutes sortes de mécanismes qui rendent les génomes variables. Il y a des phénomènes de duplication, de délétion, de répétition de certains segments, y compris il y a des éléments, ce qu'on appelle des éléments génétiques mobiles qui bougent en permanence dans le génome, comme conséquence que les génomes ne sont pas stables mais variables et qu'ils ne sont pas seulement différents d'un individu à l'autre, mais même les cellules à l'intérieur du même organisme ne possèdent pas le même génome. L'expression des gènes, donc pendant très longtemps on a pensé que l'expression des gènes, la manière dont les protéines sont fabriquées à partir des gènes était un phénomène déterministe. Maintenant on sait que c'est un phénomène probabiliste. Les interactions entre protéines sont également variables parce que les protéines peuvent interagir de manière… Une protéine n'interagit pas spécifiquement avec une seule protéine, mais potentiellement elle peut interagir avec un grand nombre, ce qui donne naissance à des possibilités combinatoires importantes. Et de même, au niveau des cellules, on sait que les cellules, il n'y a pas deux cellules qui soient identiques. Et par exemple, les phases du cycle cellulaire, on sait depuis longtemps que les phases du cycle cellulaire sont très variables à l'intérieur de la même lignée cellulaire ou d'une cellule à l'autre. Donc, la conséquence de cette variabilité généralisée à toutes les échelles du vivant, donc qui va très loin, donc c'est qu'il n'y a pas de message unique ou de plan unique qui soit écrit dans le génome. Et ça, évidemment, la prise en compte de cette variabilité conduit nécessairement à reconceptualiser l'ontogénèse. Dans le cadre donc à gauche de la diapositive est schématisée l'ontogénèse telle que décrite dans le cadre de la norme de réaction, par exemple, telle que décrite par Dobzhansky ou par Volterek. Donc Dobzhansky parlait d'action primaire uniforme des gènes, c'est le point, la pointe du triangle inversé. Cette information génétique, cette action primaire uniforme des gènes est diversifiée au cours de l'ontogénèse. L'ontogénèse consiste en une diversification de ce message unique contenu dans le génome, qui serait contenu dans le génome, et c'est ce qui permet d'expliquer la production d'une gamme de phénotypes, symbolisée ici par les petites lettres de A à J. Maintenant, si on prend en compte ce qui vient d'être dit, et j'insiste, il ne s'agit pas d'une spéculation, il n'y a pas de gène qui possède un message unique. Et la manière, en fait, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la manière dont un gène ou une séquence d'ADN est utilisée par la cellule dépend de ce que la cellule est déjà, dépend du contexte cellulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en fait, une diversification d'un message unique,
mais au contraire une restriction, c'est-à-dire que le potentiel, il n'est pas dans les phénotypes, mais il est à la base. Il y a un énorme potentiel, un énorme éventail de possibles liés à cette variabilité généralisée à toutes les échelles du vivant, et l'ontogénèse n'est pas une diversification d'une action primaire uniforme, comme on l'a conceptualisé jusqu'à aujourd'hui, mais au contraire une restriction de la variabilité primaire de l'expression des gènes et des interactions protéiques. Le processus d'ontogénèse restreint l'éventail des possibles. Et j'insiste, il ne s'agit pas d'une spéculation, mais c'est ce qui découle des données actuelles de la biologie moléculaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait, et je me répète, une séquence d'ADN est interprétée par la cellule et est utilisée par la cellule en fonction de ce que la cellule est déjà. C'est donc c'est une construction permanente pendant l'ontogénèse avec utilisation d'un ensemble qui puise au sein d'un éventail de possibles. Donc, ce nouveau cadre conceptuel implique un nouveau modèle de différenciation et d'interaction cellulaire. Donc, concrètement, l'ontogénèse se fait à travers l'embryogénèse. Et l'embryogénèse, c'est la construction d'organismes multicellulaires dans lesquels il y a des milliards de cellules, telles que nous-mêmes, à partir d'une cellule unique. Et une question fondamentale pour comprendre ce processus, c'est de quelle manière les cellules échangent, s'influencent mutuellement. Donc, dans le cadre de la conception classique, le modèle dominant est ce qu'on appelle le modèle instructif. Les cellules échangent des signaux, en général portés par des protéines, qui correspondent à des instructions. Et ici, par exemple, la cellule verte va recevoir un signal de la cellule grise. Ici. Et en fonction du signal qu'elle reçoit, la cellule verte va se différencier ou adopter un comportement qui dépend de ce signal qu'elle a reçu. Elle obéit aux instructions qu'elle a reçues. Dans le modèle instructif classique, les cellules obéissent aux instructions qu'elles reçoivent et ces instructions sont elles-mêmes l'expression du programme génétique puisque ces instructions sont portées par des protéines, codées par des gènes. Donc tout ça, c'est l'expression de l'information qui se trouve dans le génome. Dans le cadre si on prend en compte la variabilité, donc dans le cadre de la reconceptualisation de l'ontogénèse, on est amené à proposer donc ce que j'appelle le modèle anarchiste ou darwinien. Donc, les cellules, en fait, elles sont libres grâce au hasard qu'elles portent en elles. À l'intérieur des cellules, et ça aussi, c'est une réalité expérimentale. Aujourd'hui, on sait que l'expression des gènes est un phénomène spécifique. Les cellules expriment des gènes au hasard. Donc, cette cellule grise, ici à droite de l'écran, peut exprimer, pour expliquer la naissance de cellules différenciées au cours de l'ontogénèse, selon qu'elle exprime un gène petit a ou petit b au hasard, elle va se différencier en type vert ou grand A ou en type beige grand B. Et les interactions entre cellules n'interviennent que secondairement pour stabiliser ce qui a été. Donc, c'est dans le dialogue, les cellules se stabilisent dans un type donné, dans le dialogue qu'elles ont les unes avec les autres, dans l'interaction des cellules. Donc, je précise aussi immédiatement que ce modèle n'est pas purement spéculatif. Il a été testé expérimentalement. Il permet de faire des prédictions testables. Notamment, on peut prédire que, ça c'est au cours de la différenciation, il doit y avoir initialement une période d'expression aléatoire des gènes, donc où la variabilité de l'expression des gènes va être importante. Ici, c'est cette période initiale où la cellule peut choisir d'exprimer un gène petit a ou petit b. Et ensuite, lorsqu'il y a stabilisation des cellules dans des types donnés, A ou B, on s'attend à une restriction de cette variabilité.
Donc, cette prédiction, aujourd'hui, on a les outils techniques pour la tester, et elle a été testée et vérifiée expérimentalement. Donc là, je renvoie aux travaux d'Olivier Gandrillon et d'Andras Spaldi, qui ont réussi à tester cette prédiction et à démontrer qu'effectivement, au cours des processus de différenciation, il y avait une période initiale de haute variabilité de l'expression des gènes, suivie d'une période de restriction de cette variabilité. Et alors finalement, ce nouveau modèle de différenciation cellulaire, le modèle anarchiste, conduit à une nouvelle conception des êtres vivants eux-mêmes. Donc, nous sommes des sociétés, nous sommes des sociétés cellulaires. Un être vivant, tel que par exemple les êtres humains ou les mammifères, nous sommes des sociétés cellulaires faites de milliards de cellules. Et donc, ces sociétés cellulaires ne se construisent pas selon un plan global préexistant, codé dans le génome, mais progressivement à partir des interactions locales des cellules. C'est ce qu'on avait dans le modèle précédent, c'est la phase de stabilisation. Et dans ce processus, l'individualité n'est pas la finalité de ce processus, au cours de cette ontogénèse. L'individualité, la création d'un individu, ce n'est pas la finalité du processus, puisque ça se construit à partir des interactions locales, et les cellules ne cherchent qu'à s'adapter en quelque sorte à leur environnement, mais une simple conséquence éventuelle. Voilà, je suis arrivé au bout de mon exposé, donc ma conclusion sera assez succincte. Je voudrais juste indiquer que là, j'ai surtout ce que je vous ai exposé, c'est la partie, disons, la plus théorique, à la fois la plus théorique et peut-être la plus philosophique, entre guillemets, de la théorie anarchiste ou darwinienne de l'ontogénèse, mais que cette théorie ouvre un nouveau programme de recherche concret, qui se différencie du programme antérieur de la biologie, puisqu'il est centré, ce programme, il doit être centré non plus sur le gène, mais sur l'étude de la variabilité. Et ce programme, il a déjà été en partie réalisé, puisque là, je viens de citer les travaux des équipes d'Olivier Gandrillon et d'Andras Spaldi. On a également fait un travail de modélisation et de simulation. On a publié, notamment avec un physicien, avec Bertrand Laforge. Et d'autre part, cette nouvelle conception anarchiste conduit aussi à aussi des conséquences dans la compréhension de maladies comme le cancer, et permet de comprendre de manière totalement différente le cancer. Et là, je renvoie également au travail de Jean-Pascal Kapp, par exemple, qui a écrit un livre entier sur la question. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Donc, je vous indique juste que vous serez peut-être intéressé, si cette problématique vous intéresse, vous serez peut-être également intéressé par le colloque qui devrait se tenir au mois de janvier à Paris, un congrès pluridisciplinaire sur le concept de hasard. Ça va être un événement assez exceptionnel, puisqu'il va y avoir 4 symposiums en parallèle, dont un symposium dédié au vivant, au hasard dans le vivant. Donc la question du hasard va être abordée à travers différentes disciplines, y compris par exemple le hasard dans l'art. Il y aura également des concerts qui sont prévus, des concerts de musique. Donc si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à participer à ce colloque. Vous aurez tous les renseignements et le programme détaillé à cette adresse sur Internet, sur le site web du colloque. Voilà, merci.
Merci infiniment, Jean-Jacques. C'était vraiment super intéressant. Il y a plusieurs personnes qui se sont déjà manifestées pour des questions. Donc, je vous invite tous et toutes si vous savez les faire, soulever la petite patte bleue. Entendu. Bon, bonsoir à tous. Merci, Monsieur Kupiec. C'était vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion de lire quelques-uns de vos ouvrages, Ni Dieu ni gêne, et le tout dernier, justement, j'ai commencé un peu à l'entamer, mais c'est un gros morceau. En tout cas, merci beaucoup. Et du coup, j'avais une question qui m'est venue, en fait, à la fois pour Ni Dieu ni gêne et pour les ouvrages plus récents, à propos de l'expression stochastique des gènes. Je précise que je suis un doctorant en écologie à Montpellier, en écologie des écosystèmes, donc je suis un petit peu éloigné de la biologie du développement ou la biologie cellulaire. Donc pardonnez-moi si je dis des choses inexactes. Mais voilà, l'expression stochastique des gènes m'intéresse beaucoup parce qu'en écologie, on réfléchit beaucoup de manière stochastique, aléatoire. Je crois que le déterminisme a moins d'empreintes, une empreinte au moins moins forte qu'en biologie cellulaire. Et cette expression stochastique des gènes me pose question, dans la mesure où je me demande si ce qu'on veut dire par expression stochastique des gènes veut dire tous les gènes peuvent s'exprimer à n'importe quel moment au cours d'une trajectoire de différenciation d'une cellule, ou si au cours de la trajectoire, partant d'une cellule souche, c'est comme ça qu'on dit, je crois, partant d'une cellule souche vers une cellule différenciée, un neurone par exemple, on a des effets de cliquet, une historicité qui va contraindre en fait les futurs. Autrement dit, est-ce que les réactions passées que va subir une cellule va restreindre ou contraindre les futurs possibles au fur et à mesure qu'elle avance dans le temps? Ou est-ce que tout est possible à n'importe quel moment? Voilà, c'est ma question. C'est la deuxième option qui est vraie. Enfin, à tout moment, donc je vais peut-être faire un historique pour qu'on comprenne. Hein. L'expression stochastique des gènes, excuse-moi Anna, ça va prendre un peu de temps, mais c'est obligatoire. Hein, et pendant très longtemps, on pensait que l'expression était un phénomène déterministe et que toutes les cellules appartenant au même type cellulaire exprimaient les mêmes gènes, puisqu'elles étaient dans le modèle classique de Monod-Jacob, elles reçoivent les mêmes signaux, donc elles doivent exprimer les mêmes gènes. Et donc et dans le même temps, les techniques dans les années 60, 70 et jusqu'aux années 80 ne permettaient pas de regarder ce qui se passait dans des cellules individuelles. Et donc ce modèle a perduré. Vers la fin des années 80, on a pu commencer, grâce aux avancées, on a pu regarder ce qui se passait dans des cellules individuelles. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'en fait, même au sein de cellules qui appartiennent soi-disant au même type cellulaire, il y avait des variations d'une cellule à l'autre. Des variations, c'est-à-dire que deux cellules n'expriment jamais rigoureusement les mêmes gènes. Et donc je fais ce rappel pour qu'on sache quand même de quoi on parle, et puis je pense que c'est pas forcément très largement connu, hein, et qu'on comprenne bien. Et donc, il y a une variabilité, deux cellules n'expriment, et maintenant on le sait, et cette variabilité, on est capable maintenant de l'étudier, de la quantifier, on a des outils pour la quantifier, et on ne peut la modéliser qu'en utilisant des modèles stochastiques. Donc, cette variabilité, l'expression des gènes est un phénomène stochastique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus admis. Donc, ça a commencé dans les années... Bon, voilà, je ne vais pas faire d'historique parce que je vais perdre du temps. Donc, ce qui est important pour revenir à votre question, c'est que dans un modèle stochastique, oui, tous les gènes ont une probabilité de s'exprimer, mais qui est plus ou moins grande. À un instant T de la trajectoire de la cellule, on peut avoir des gènes qui ont une probabilité très faible et des gènes qui ont une probabilité très forte. C'est jamais tout ou rien.
Mais donc à tout moment, tout gène peut s'exprimer, mais avec une probabilité plus ou moins élevée. Ce qui veut dire que avec une probabilité qui évolue dans le temps, donc. Mais par contre, elle va évoluer dans le temps. Et donc, effectivement, vous avez raison. C'est ce qui se passe, c'est qu'il y a une historicité, parce qu'en vérité, tout ça dépend de la structure de la chromatine, si on rentre dans l'explication moléculaire, et que ça dépend de la structure de la chromatine, et que la chromatine évolue dans le temps, et en fonction de sa structure, elle laisse ouvert, c'est le langage ouvert, certaines régions plutôt que d'autres, et donc certaines régions ont une probabilité plus forte de s'exprimer plutôt que d'autres. Et tout ça dépend de la dynamique, en fait, de la dynamique probabiliste de la chromatine. Et donc, effectivement, le processus de différenciation, et c'est là où je parlais de restriction, et là, vous avez parlé de contraintes, c'est un très bon terme, ce sont des contraintes. L'histoire de la cellule fait qu'elle subit un certain nombre de contraintes qui vont permettre de restreindre progressivement l'éventail des possibles. Ça correspond, cette vision que vous avez développée, c'est effectivement ça, et ça correspond tout à fait au schéma. Je suis passé un peu vite, bon voilà, sur la restriction de l'éventail des possibles. Et on le sait, c'est quelque chose qui est démontré expérimentalement. On sait aujourd'hui que dans les cellules souches, la chromatine a une structure très ouverte, malléable, qui fluctue, et que cette structure a tendance à se rigidifier progressivement au cours de la différenciation, et à se stabiliser, et à ne laisser que certaines régions ouvertes et d'autres qui vont être complètement cadenassées, et donc où le gène aura une probabilité quasi nulle de s'exprimer. Donc voilà. Ok, bah, juste pour réagir, effectivement, ça rejoint aussi ce qu'on retrouve en écologie, où les complexes d'espèces s'assemblent, s'organisent de façon également très stochastique, très aléatoire, et avec une historicité forte où l'ordre d'apparition contraint les futurs possibles. Et en fait, effectivement, ça rejoint un petit peu ce que vous dites, le vivant aléatoire, stochastique à tous les niveaux, variable à tous les niveaux, y compris au niveau écosystémique. Absolument, bien sûr. Merci beaucoup pour ça. Nicolas De Costa. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui. Alors, j'aimerais me présenter rapidement. Donc, j'ai fait ma thèse sur l'ARN polymérase 2 et l'expression des gènes. J'ai ensuite fait un postdoc en épigénétique et je travaille actuellement à Rome dans un institut d'épigénétique. J'ai lu votre ouvrage et j'aimerais vous faire part de deux réflexions qui s'articulent autour du oui mais et du et après. Donc la première partie, comment concevez-vous les expériences qui ont été faites sur le cluster OX dans le développement de la drosophile, qui me semble être un exemple déterministe fort, et comment concevez-vous le fait qu'en exprimant certains facteurs de transcription, nous pouvons induire une différenciation cellulaire ciblée vers un type ciblé? Et la deuxième partie de ma question serait: que proposez-vous pour le futur de la recherche? Car votre livre est très perturbant dans le sens où toutes les expériences de génomique à grande échelle se basent sur des effets de moyenne, mais qui sous-tendent des événements qui dirigent la différenciation cellulaire. Je pense au chip-seq, RNA-seq et toutes ces techniques d'omics que nous utilisons. Donc, comment réconcilier cette stochasticité par rapport aux expériences chez la drosophile et ces expériences de différenciation cellulaire? Et est-ce que vous pourriez peut-être de façon spéculative donner des directions de recherche
au point de vue de la biologie moléculaire. Merci. Donc, la première question, les gènes OX. Les gènes OX, je pense qu'ils posent un gros problème à la. Enfin, les gènes OX, bon là c'est pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être un peu compliqué parce qu'il faut parler aussi, se faire comprendre. On a montré avec les gènes OX que l'expression des gènes au cours du développement dépendait de leur position dans le cluster OX. Hein, il y avait une collinéarité d'expression de l'expression au cours du temps de ces gènes avec la structure la position relative des gènes. Et le même phénomène est connu, par exemple, pour les gènes de la globine. Il y a différents allèles de la globine qui s'expriment à différents stades du développement. Et on sait qu'il y a une collinéarité, c'est-à-dire qu'ils s'expriment en gros dans l'ordre où ils sont placés sur le génome. C'est quelque chose qui est assez énigmatique dans le cadre du modèle classique, hein, qui n'était pas du tout prédit, par le modèle classique, puisque c'est uniquement les signaux dans le cadre du modèle, en général les cascades d'interaction, les modèles issus de la logique du modèle de Monod-Jacob, c'est des molécules qui diffusent à différents endroits. Il n'y a pas de raison que les gènes soient les uns à côté des autres pour être exprimés en fonction de cette position au cours du développement. Par contre, il se trouve que c'est une prédiction directe. Donc, je ne sais pas si vous avez lu, oui, vous avez lu. C'est une prédiction directe de mon modèle d'expression des gènes stochastique, du premier modèle que j'ai proposé en 1983. C'est-à-dire dans lequel j'ai proposé que l'expression des gènes était liée en fait à la diffusion des facteurs de transcription ou des facteurs de régulation, des protéines de la chromatine, le long de l'ADN, de manière stochastique. Donc, en gros, la dynamique probabiliste de la chromatine, donc cette diffusion, et que qui expliquait l'expression stochastique, et que, évidemment, du fait des contraintes dans l'espace à 3 dimensions de la chromatine, il va y avoir un effet de position évident, que les gènes, en fonction de leur position, ils auront une probabilité plus ou moins forte de s'exprimer. Donc là, je renvoie à la lecture, je ne peux pas reprendre ça, mais vraiment, je vous dis, vous pouvez lire mon article de 83, c'est une prédiction. Et cette prédiction a été réalisée, c'est-à-dire que dans le cas de la globine, sont des travaux, je crois, un papier du groupe de Frank Gosveld, qui ont inversé la position des gènes, et ils montrent que statistiquement, ils arrivaient à modifier la chronologie de l'expression des gènes. Donc, pour moi, c'est quasiment une démonstration expérimentale quasi directe de mon modèle. C'est fait, cette interprétation. Après, le problème des expériences, si vous surexprimez, comme on est c'est un peu ça recoupe. Pour votre deuxième question, c'était comment est-ce qu'on peut arriver à diriger une différenciation en surexprimant un facteur de transcription. Oui. Si vous le surexprimez, vous allez biaiser les probabilités dans un sens. Puisque la base de ces modèles probabilistes, c'est des probabilités d'interaction. À partir du moment où vous surexprimez une protéine et elle devient surnuméraire, il y a de très fortes chances que c'est elle qui va aller occuper, par exemple, un site sur l'ADN, qu'elle va saturer ce site, et de ce fait, vous allez biaiser les probabilités dans un sens. Et donc, effectivement, vous pouvez avoir des résultats, vous pouvez orienter une différenciation. Et je ne me souviens plus de la fin de votre dernière question. Excusez-moi, j'ai oublié un peu la fin de… Ah oui, le futur. Le programme de recherche, s'il est clair, je ne dis pas que c'est inutile tout ce qui a été fait, puisque moi je m'en sers. Il y a beaucoup des résultats qui ont été acquis par la biologie moléculaire. Je viens d'en citer.
dont je me sers, que je réinterprète dans un cadre théorique différent. Mais clairement, si on dit qu'on a affaire à un phénomène qui est essentiellement probabiliste, jusqu'à présent, c'est ce que j'ai dit, jusqu'à présent, on a toujours considéré que la variation, c'était une marge de fluctuation, donc que causalement, elle n'avait pas un rôle très important, mais ça devient un paramètre primordial. Oui. Et donc, oui, je continue. Donc, ça doit devenir le premier paramètre qu'on étudie. Et un paramètre biologique, donc ça veut dire il faut quantifier quantifier la variabilité, par exemple, de l'expression des gènes dans différentes situations physiologiques, comme on le fait avec n'importe quel paramètre, et essayer de voir si les corrélations, si les variations des valeurs quantitatives de ce paramètre permettent d'éclairer, font sens, permettent d'éclairer, permettent de comprendre ou d'interpréter le phénomène qu'on est en train d'étudier. C'est-à-dire ce qu'on fait classiquement dans la méthode expérimentale. Et il faut le faire systématiquement dans toutes les situations. Et ça a déjà été fait, comme je l'ai dit, ça a déjà été fait. J'ai eu la chance de participer un petit peu de loin, puisque Olivier Gandrillon et Andras Spaldi sont des amis, en tant que théoriciens, mais c'est eux qui l'ont fait. Dans leur laboratoire, ils ont quantifié les variations d'expression stochastique des gènes au cours de phénomènes de différenciation cellulaire, et ils ont observé qu'effectivement, la prédiction dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'on commençait par avoir un pic de variabilité suivi d'une restriction, c'est effectivement ce qui se passe. Et bon, ce type, voilà. C'est juste qu'on a d'autres questions, donc je me permets Je m'arrête. Il y a Jacques Deguerrach qui voulait te poser une autre question. Allez-y. Oui, bonjour, Monsieur Kupiec. Vous savez que je vous suis depuis bien longtemps, depuis les débuts des années 80, quand on essayait d'échapper à la contrainte justement de la recherche de la mutation unique comme cause du cancer. Donc voilà. Par contre, où j'ai parfois un petit peu de mal, c'est quand vous parlez d'anarchie et de parler des cellules complètement libres. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire qu'elles sont, comme dans la société, les individus, plutôt autonomes que complètement libres? Il y a quand même un équilibre qu'il y a entre certaines informations. J'aime beaucoup dans ce contexte-là, et je n'ai pas le temps de l'approfondir, mais je pense que vous le connaissez, c'est l'histoire du livre de cuisine. Dans un restaurant, le cuisinier a un livre où il peut appliquer la cuisine, mais d'un autre côté, il y a la réalité des clients qui sont là, des matières dont ils disposent pour pouvoir adapter la recette qui est inscrite et l'adapter de manière un peu épigénétique. Donc c'est une première dimension un petit peu plus souple, mais qui ne remet évidemment pas en cause le fait que la probabilité joue dans ce moment-là un rôle important dans la manière de ce que la cellule et les cellules ensemble peuvent s'exprimer. L'autre part, c'est à propos de la fameuse finalité, dont on continue à faire un problème, je dirais, philosophique. Or, il y a quand même une donnée qui est la donnée de la thermodynamique. Depuis plus d'un siècle, on sait que les systèmes énergétiques, comme la planète, sont contraints à évoluer vers un équilibre thermodynamique, et qu'on sait que justement que la complexité des systèmes naît de la facilité qu'ils font et de ce qu'ils ajoutent comme potentiel à évoluer vers un équilibre thermodynamique. L'exemple le plus simple, c'est le cyclone, où des milliards de molécules qui ne se connaissaient pas se mettent ensemble pour créer cette formidable capacité de dissiper de l'énergie. Et on a montré avec des choses dans la foulée de Prigogine et d'autres, qu'une forêt, quelque part, 90% de son énergie était destinée à évaporer de la chaleur via l'eau qui est évaporée. Donc là aussi, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'explorer un peu plus encore ces dimensions-là qui pourraient nous permettre de comprendre et de réintroduire de manière tout à fait matérielle, pour ne pas dire matérialiste, cette notion de finalité? Et la troisième, essentielle, comment est-ce que dans des molécules aussi simples que quelques acides aminés, acides nucléiques, a pu émerger quelque chose d'aussi sophistiqué et abstrait qu'un code génétique? Donc, sur la question de la liberté, donc ce que j'entends par là, c'est que les cellules intrinsèquement, elles ont un très large éventail de possibles grâce à l'aléa, et que c'est ce qui initialement leur permet, c'est le modèle, la base du modèle anarchiste.
que j'ai exposé. Donc, c'est ce qui leur permet d'adopter des comportements différenciés. Il y a donc un possible, mais tout n'est pas possible. Donc, mais dans la deuxième phase, dans une deuxième phase, elle dialogue. Donc, j'ai employé ces termes pour que tout le monde comprenne, parce que tout le monde n'est pas biologiste ou biophysicien aujourd'hui. Donc, pour revenir à la question de l'anarchie, Kropotkin a traité de la question de la liberté et il explique, dans je ne sais plus très bien quel livre, mais enfin, il explique que, évidemment, la liberté, c'est pas une liberté infinie, abstraite, idéale. Et il a cette phrase, il dit même Robinson Crusoe dans son île n'était pas libre. Parce que même Robinson Crusoe, il devait composer avec son environnement. Donc, l'idée du modèle, et les cellules sont libres dans le sens où elles ne sont pas soumises à une archée. J'ai commencé par parler de l'archée, donc à un principe d'ordre. La génétique repose sur cette idée que les cellules ont en elles un principe d'ordre qui les dirige. Dans le modèle anarchiste, il n'y a plus d'archée. Les cellules, intrinsèquement, elles n'ont pas de principe d'ordre. Et c'est dans le dialogue avec leurs voisines, au sein de la société, qu'elles harmonisent leur comportement, et c'est ce qui donne naissance aux sociétés cellulaires qui constituent les êtres vivants. Donc c'est dans ce sens-là que j'emploie le terme de liberté, et je pense qu'il n'y a pas d'abus de ma part, et je pense que c'est très clair. Et donc, je vous le redis, même les anarchistes, comme Kropotkin, ne parlaient pas d'une liberté infinie, une liberté absolue, idéale. Et ils admettaient que la liberté est toujours contrainte, et on est toujours dans un environnement qui soit un environnement physique comme Robinson dans son île, soit un environnement social. Mais c'est dans ce sens-là que le mot autonomie est peut-être plus adapté parce qu'un peu plus subtil. Bon, je vais réfléchir à la question. Ensuite, j'ai droit à un joker parce que je crois que je vais faire appel à mon joker parce que je me souviens plus de la suite. C'est la question de la thermodynamique comme finalité matérielle. Oui, moi, je crois que je suis pas capable de vous répondre là tout de suite. Je suis un petit peu fatigué, c'est un peu difficile, mais et puis bon, je suis pas capable. Peut-être aussi même, je ne connais pas suffisamment je suis pas physicien, donc. Mais sur la question de la finalité, non, la conception anarchiste rejette l'idée de finalité. Hein, le modèle que je propose, c'est une construction locale. Les sociétés cellulaires se construisent à partir des interactions locales et de phénomènes de dialogue entre les cellules, comme j'ai dit, de stabilisation réciproque, d'adaptation à leur environnement, et que c'est comme ça que se constituent par complexification progressive des sociétés de plus en plus compliquées, et que l'individu n'est pas du tout la finalité du développement. Oui, mais même les anarchistes n'échappent pas à la loi de la gravitation, qui est une forme de finalité, pour faire caricatural. Écoutez, je sais pas, non, je sais pas si la loi de la gravitation c'est une forme de finalité. Peut-être que je ne pense pas, même je pense que là vous faites un contresens. C'est une contrainte à laquelle se soumettent toutes les formes, quelles qu'elles soient, matérielles, moléculaires. Oui, mais c'est pas ça la finalité. La finalité au sens d'Aristote, c'est l'idée que… On n'est plus à l'époque d'Aristote, justement, on a une possibilité de la définir autrement, de manière beaucoup plus évoluée et en accord avec les connaissances les plus récentes. Ne soyons pas enfermés dans des paradigmes assez aristotéliciens, justement. Là, je pense la loi de la gravitation, Newton a rompu avec la physique aristotélicienne, je vous rappelle. La finalité était ce qui empêchait de comprendre la loi de la gravitation dont vous parlez. Et je pense que je maintiens, bon, on va pas se mettre d'accord là, et la discussion serait peut-être un peu longue, mais je maintiens qu'il n'y a pas de finalité dans la loi de la gravitation. Là, je pense qu'on a vraiment affaire à quelque chose qui n'est pas une question, mais à une espèce à une confrontation des opinions qui de toute évidence diffèrent de façon radicale. Donc, on ne va pas résoudre ces débats ici. Peut-être passons à la question de Monsieur Robert Nardon. Comme ça,
de toute façon, on va bientôt finir, chers camarades. Donc, cher Robert, allez-y. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Avant de poser, enfin, c'est pas mes questions, c'est des remarques. Il faut que chacun sache que Jean-Jacques et moi, on se connaît depuis une quinzaine d'années et qu'on dialogue beaucoup. J'ai deux, trois remarques, Jean-Jacques. D'abord, je voudrais dire que Jean-Jacques représente à lui seul ce que Kuhn, Feyerabend, Lakatos, etc. Disaient pardon, je me présente, je suis Robert Nardone, donc je suis chercheur au Conservatoire national des arts et métiers dans un laboratoire d'histoire des technosciences en société. Je suis historien des sciences et des techniques et donc et épistémologue. Et donc Jean-Jacques correspond très bien à ce que Hans Mack et d'autres, Feyerabend, Lakatos, etc., rendaient compte de ce que c'est que la recherche scientifique qui est étrangère à l'idéologie. J'ai une autre remarque. Jean-Jacques, dans ton dernier ouvrage, dont on a déjà beaucoup parlé tous les deux, si la vivant était anarchique, la génétique était une gigantesque arnaque. Tu dis à un moment donné, on en a beaucoup parlé, il y a même eu au centre Cavaillès une intervention d'une jeune doctorante, enfin une jeune docteure d'ailleurs, sur l'idée de préserver l'idée de génétique. Tu dis les causes de ce phénomène ne sont pas bien comprises, même si des facteurs génétiques et physiologiques entrent certainement en jeu. Donc on l'a vu tout au long de ton intervention, tu fais référence à la théorie génétique et donc tu emploies ce terme que dans ton livre, dans ton dernier ouvrage, si le vivant était anarchique, merci Anna, tu balayes de revers de la main le concept même de génétique, la notion même de génétique, c'est pas un concept, hein, la génétique. Et pourtant, tu y fais référence en permanence. Alors, comment peut-on s'en sortir en sachant que, tu le sais, on en a déjà parlé tous les deux, Lakatos parlait de ceinture, de ceinture protectrice des théories précédentes. Qu'est-ce que tu penses de la référence à ce concept permanent? Pardon, Jean-Jacques, je t'avais muté le micro, donc il faut que tu le réactives. Super. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Donc, si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi je fais référence j'utilise les concepts de la génétique en permanence? C'est ça, en gros, ta question? Je n'entends rien. Oui, c'est ça, oui. C'est pourquoi ça la question. Toujours alors que tu parles tout le temps. Parce qu'il faut que je me fasse comprendre. Donc effectivement, l'abandon de la génétique implique à terme obligatoirement de créer de nouveaux concepts. Mais ces nouveaux concepts ne pourront se forger que dans la mesure où le nouveau programme de recherche sera mis en œuvre. Là, c'est les prémices. Tout ce dont je parle sont des prémices d'une nouvelle théorie, en vérité. Et donc, il faudra créer de nouveaux concepts qui correspondront à cette nouvelle théorie. Donc, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait, parce que
j'ai des capacités limitées comme tout le monde, et puis c'est quelque chose de toute manière qui ne se fera que si ce programme de recherche se met en œuvre. En attendant, je suis bien obligé de me faire comprendre, donc effectivement, j'ai tendance à utiliser des mots, les concepts de la génétique. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Super. Donc, je pense que Robert, pardon Robert, je vous ai muté de nouveau parce qu'il y a des bruits derrière vous qui font que c'est impossible de vous entendre. Voilà, oui. Oui, bien sûr. Super. La toute dernière, il y a Timothée Bastide qui nous écrit, qui nous dit qu'il a énormément apprécié ta conférence, qui lui a posé plusieurs interrogations. Donc ça, c'est formidable. De toute façon, j'ai eu plusieurs messages en privé, quelques messages en public, qui soulignaient la qualité et l'intérêt de tout ce que tu racontes. Donc, la toute dernière question de Maximilien. Ah voilà, il y a des gens qui s'expriment, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce que Jean-Jacques vient de dire. Je suis en train de lire les commentaires, je transmettrai tout s'il n'est pas en train de les lire. Donc la dernière question de Maximilien, et on va s'arrêter là, je pense. Ok. Alors ma dernière question tient à l'approche darwinienne de la différenciation cellulaire, ou ontophylogénèse, il me semble que vous appelez ça. L'évolution des organismes, il me semble, est posée selon quelques principes tout simples, qui part du principe qu'il y a de la variation, que cette variation génère des différences de valeurs sélectives, et que cette variation est héritable. Et il y aura évolution si les variants favorisés ont fait plus de descendants et du coup vont envahir la population. Ma question est simple. En biologie des organismes, on pose la valeur sélective comme étant le paramètre déterminant pour l'évolution, qui est quantifié en termes de nombre de descendants. Quelle est la valeur sélective d'une cellule? Est-ce que c'est la durée pendant laquelle elle va continuer à se multiplier ou le nombre de descendants qu'elle va faire? Comment est-ce qu'on quantifie ça dans un organe, en fait? Comment est-ce qu'on quantifie? Je ne sais pas, parce que là, vous me prenez un peu de court. Je ne suis pas sûr de très bien comprendre votre question. Comment est-ce qu'on quantifie la valeur sélective? Donc, ça suppose une connaissance, à terme, ça peut être, voilà, un objectif du programme de recherche. C'est d'étudier les systèmes en voie de différenciation de ce point de vue. Donc, ça suppose déjà de connaître, savoir quelle est la logique du dialogue, ou quelle est la logique, qu'est-ce qui fait qu'une cellule est plus adaptée qu'une autre à un moment donné dans la différenciation. Donc, comme vous devez le savoir, j'ai proposé que le métabolisme joue un grand rôle, que la base historiquement, c'était les contraintes métaboliques qui guidaient ou qui étaient responsables du phénomène de sélection cellulaire. Donc, ça suppose de développer la recherche sous cet angle-là, en étudiant quels sont les facteurs en jeu à un moment donné dans une cellule, et qui vont faire que cette cellule va être stabilisée, et puis et donc d'arriver à déterminer. Je ne sais pas si en même temps, je suis un petit peu gêné de vous répondre, parce que quand j'emploie quand je parle de différenciation de modèle darwinien ou de logique darwinienne, il faut le prendre dans un sens lâche. Donc, il ne faut pas non plus penser qu'on va projeter de manière mécanique la biologie de l'évolution sur la physiologie cellulaire. Donc, je l'emploie de manière un peu, le terme de manière un peu relâchée, de la même manière que les biologistes l'ont employé jusqu'à présent, puisque vous savez que dans des domaines comme les neurosciences ou dans l'immunologie, on parle de modèle darwinien, et on parle juste pour signifier que plutôt que d'avoir affaire à un modèle instructif, on a affaire à un modèle où dans un premier temps, les cellules sont soumises à de la variation, à une variabilité, qui ensuite, dans un deuxième temps,
il y a certaines configurations de cellules qui sont stabilisées ou sélectionnées. Mais il est évident qu'en immunologie, on ne va pas parler de la valeur sélective d'un lymphocyte B ou d'un anticorps. Donc, c'est dans ce sens-là. Donc, donc, je pense qu'il est un peu prématuré en fait pour répondre à la question. Il faut que on en est vraiment. Donc, on a déjà fait des travaux expérimentaux, mais on en est vraiment au balbutiement. Il faut que le programme de recherche se poursuive et puis on verra bien à ce moment-là. C'est évident que de fait, il va falloir reconceptualiser la physiologie cellulaire. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais j'ai répondu du mieux que je peux aujourd'hui. Et juste pour une brève réaction, en fait, ça me fait penser à ce qu'on peut voir en biologie des cancers, où on a une écologie des cancers qui se développe actuellement avec une évolution des cancers. Et je me disais justement qu'on pourrait envisager la valeur sélective, c'est-à-dire la capacité à se propager, la quantifier tout simplement en nombre de réplications d'une cellule, en nombre de multiplications plutôt d'une cellule. Mais effectivement, j'imagine qu'il y a encore tout à faire. Pour prendre un exemple simple, pour terminer là-dessus, en écologie, il y a des gens qui essayent d'appliquer l'évolution à différentes échelles, pas seulement au niveau des organismes, mais au niveau des communautés, voire des écosystèmes. Peut-être que vous avez entendu parler de l'hypothèse Gaïa. Et en fait, l'idée, l'équivalent de la valeur sélective, c'est pas une valeur sélective en nombre, parce qu'on n'a pas des planètes qui vont se dupliquer, mais des planètes qui vont, des biosphères qui vont persister dans le temps. C'est-à-dire qu'on a une substitution de la propagation dans l'espace avec une persistance dans le temps. Voilà. Donc je suppose qu'il y a plein de pistes qui peuvent être ouvertes au niveau cellulaire et c'est un programme de recherche qui est absolument fascinant, hein, vous avez raison. Merci beaucoup Maximilien pour cette question et pour ces remarques de clôture. Et effectivement, je remercie beaucoup à celles qui nous écrivent dans les commentaires, et notamment là j'ai un commentaire très intéressant qui me permet de clôturer cette discussion. Un commentaire où on lit que les anarchistes ne sont pas entièrement autonomes, sinon ils ou elles seraient séparés de la société, mais ils sont autogestionnaires, ils s'entraident, ils participent à la société, on vit ensemble, on dialogue les uns avec les autres. Lire Miguel Benassayag, Éloge du conflit, etc., etc. Et effectivement, je suis contente que cette discussion nous permette d'évoluer de nouveau vers une discussion sur la politique, parce qu'évidemment, une des motivations de Jean-Jacques, ce n'est pas des motivations, pardon. Donc mais il s'avère que il est difficile de ne pas penser à une réflexion politique plus générale dans laquelle évolue la réflexion sur la génétique. Ce sont des choses qui ont été notamment montrées par la critique des politiques de santé publique ou privées d'ailleurs, critiques qui ont été faites notamment par tes amis Anna Soto et Carl Sonnenstein qui ont très fortement critiqué les politiques du cancer, avec qui tu as travaillé à un moment. Donc ce sont les liens entre la biologie et la politique, notamment dans le domaine génétique, sont des liens complètement fascinants, et merci Jean-Jacques de nous avoir donné l'opportunité d'en parler. Merci à tous et merci à toutes, c'était vraiment